Attendez-les, attendez-les, oh. Attendez-les, 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 attendez-les. Attendez-les, 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 oh. Attendez-les, 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 oh. Attendez-les, 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 attendez-les. Makange makali kolo ya Afrika. Salut à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre dans cette émission. Nous allons nous congoliser aujourd'hui à partir d'Arlon. À partir d'Arlon, où nous allons recevoir l'abbé Robert Kuzuela pour une simple raison. L'abbé, qui est un professeur d'université, vient de publier un livre au titre évocateur, La symbolique du régicide Lunda, un essai d'interprétation de quelques régicides. Et c'est un livre qui a été préfacé par le professeur Mike Singleton aux éditions L'Harmattan. Monsieur l'abbé, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Merci pour nous avoir reçus chez vous à Arlon. Un cadre très calme, très poétique, mais je vais redire plus, un cadre très philosophique. On est chez vous, dans votre bureau, et le livre que vous venez de publier chez L'Harmattan, il est sorti quand, le livre? Le livre est sorti le 23 avril 2026. Ah, donc c'est un livre très récent. Oui. Et pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce titre assez original du régicide Lunda? Pourquoi avoir choisi ce titre? Au fait, ce titre, c'est l'objet de ma thèse de doctorat en philosophie à Louvain-la-Neuve. La question qui se pose est celle-ci. C'est une analyse au fait du sacrifice humain. Mais ici, le sujet est encore plus intéressant parce qu'il est question d'une pratique contre-intuitive. Comment se fait-il que les peuples, non seulement de Lunda, mais des peuples du monde entier, dans plusieurs cultures, c'est l'immolation du roi qui se faisait pour assurer au fait la survie de la royauté d'une nation. Alors cette question contre-intuitive m'avait beaucoup interpellé. Et la question du sacrifice en règle générale. Et c'est pour ça que nous avons fait des analyses là-dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est caché derrière ces rituels, ces rites symboliques de la mort ou de l'immolation du roi. Mais pour vous présenter la situation de manière générale, c'est pas simplement les rituels de l'immolation des rois chez les Lunda, mais nous avons aussi analysé quelques autres régicides chez les Nuer en Afrique, chez les Yoruba et chez beaucoup d'autres peuples. Et ensuite, nous avons répondu avec l'analyse de la passion du Christ roi, avec le principe de Caïphe. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour que la société ne périsse pas. Donc, parlant du Christ. Et le Christ montre que c'est une autre logique, sa mort a une autre logique. N'empêche qu'il est roi, donc c'est aussi quelque part un régicide. Un autre régicide que nous avons analysé, c'est celui de Louis XVI, le roi de France. Le roi de France. Oui, Louis XVI, le roi de France. Voilà. Et à travers tous ces régicides, une question traverse tous ces cas, c'est la fragilité du monde. Le monde étant fragile, on voudrait gérer cette fragilité du monde. Et parfois, en immolant le roi accepte de s'immoler pour assurer la transition de cette fragilité pour la renaissance, au fait, du royaume. Et cela se voit à travers tous les rites de l'intronisation du nouveau roi.
Monsieur Lavé, vous êtes philosophe, vous êtes théologien. Quand on lit ce livre ici, un livre de 6 chapitres avec une conclusion, une introduction, l'impression que ça donne, c'est que vous faites de l'anthropologie. Lunda, vous décrivez le peuple Lunda. Vous allez nous dire pourquoi, qu'est-ce qui est spécial dans ce peuple-là. Deuxièmement, vous faites de la philosophie, l'objet de votre thèse, vous êtes philosophe, mais vous le terminez pratiquement un peu par la théologie, parce que vous évoquez notamment un des grands philosophes chrétiens, catholiques, René Girard. Commençons un peu d'abord par l'anthropologie du peuple Lunda. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots le peuple Lunda? Il est d'où, où il est situé, et qu'est-ce qui est spécifique à ce peuple-là et dans son registre, qu'est-ce qui est spécifique? D'abord, le peuple Lunda, lui, il se situe au Congo. C'est non seulement au Congo, vous le retrouvez aussi en Zambie, vous le retrouvez aussi en Angola. Au fait, il est au sud-ouest du Congo. C'est un empire qui s'étend de la Zambie en passant au Congo et en allant jusqu'à l'Angola. Et non seulement c'est ce peuple-là, mais il y a aussi beaucoup de peuples qui ont été au fait dans les royaumes Lunda. Par exemple, à Kasongo Lunda, vous l'entendez bien, Kasongo Lunda. Le chef de Kasongo Lunda, qui actuellement parle le Yaka, c'est un chef Lunda. À l'origine, il est Lunda et lui-même se définit encore comme Lunda. Les Pelende que vous avez, par exemple, dans le diocèse de Kenge, sont des Lunda. Ils se reconnaissent des Lunda. Les Sondés qui sont dans Féchi sont des Lunda. Donc, il y a beaucoup de peuples. L'originalité du peuple Lunda, c'est au fait que l'extension de ce peuple Lunda s'est fait avec une diplomatie très très haute. Chaque fois qu'il conquérait un peuple, il demandait à ce peuple de devenir son allié, il les reprenait et continuait l'extension vers d'autres peuples. Donc la gestion des peuples qui étaient assujettis était une gestion plutôt humaine, diplomatique. Ils devenaient des alliés avec lesquels, et ils restaient propriétaires des terres, et les Lunda n'étaient que des chefs. Donc le pouvoir politique revenait aux Lunda, ils respectaient le peuple, et ils les reprenaient comme alliés, et avec eux, ils combattaient, ainsi de suite. On peut comprendre l'extension de ce peuple. Les Pendé, par exemple, beaucoup de peuples Pendé sont des Lunda. Voilà un peu ce que je peux dire du peuple Lunda. Et alors, eux, ils avaient un pouvoir très fort. Et d'ailleurs, à l'époque coloniale, les Belges ont laissé quelques collectivités, comme les secteurs, des chefferies, ils les ont appelés des chefferies. En fait, ce sont des chefs traditionnels Lunda qui sont restés chefs de secteur, chefs de collectivité. Aujourd'hui, on les appelle encore chefs de secteur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé un pouvoir organisationnel fort. Et la Belgique n'a fait que le pouvoir colonial, n'a fait qu'au fait entériner ce pouvoir qui était traditionnel, et on l'a plus ou moins, on lui a donné une valeur administrative, politique, en appelant ces mêmes chefs, qui étaient des chefs traditionnels, on les a tout de suite transformés en pouvoir politique administratif, administratif, encore actuellement. Et comment ils sont les appelés, l'empereur de Lunda, il s'appelle comment? L'empereur Lunda s'appelle Moat Yav. Moat signifie au fait Montou, l'homme des hommes. C'est ça que ça signifie au fait. Et c'est même un titre de noblesse. Pour vous appeler monsieur, au fait, on vous renvoie à votre humanité. Vous êtes l'homme des hommes. Ou même on vous appelle Chinawe, ce qui signifie en Lunda, source de lumière, la mer des lumières. Mais tous ces titres renvoient à l'éthique. Ça signifie que pour qu'on vous reconnaisse roi, qu'on vous reconnaisse noble, vous devez en vous
porter une certaine éthique dans la manière de rassembler les hommes. Ainsi, d'ailleurs, c'est un des critères qui était exigé pour qu'on vous désigne roi. Vous devez être porteur d'une éthique qui rayonne, d'une éthique qui rassemble les hommes. Et pour revenir dans ce que vous dites, c'est très intéressant. Donc, on avait dans l'Empire Lunda pratiquement la notion moderne de division du pouvoir. Parce que vous expliquez que le Moitayam, en fait, c'est lui qui gère les hommes, ouais, et les peuples qui font partie de son empire, les rois ou les chefs, ils gèrent la terre. Donc, il y a ce que j'appellerais une espèce de balance de pouvoir entre celui qui gère la terre et le Moitayam qui pratiquement superpose un peu tous ces pouvoirs-là. Oui. Un petit détail. Au fait, l'empereur, lui, a des délégués. L'empereur est au Katanga, à Moussoumb, au Chaba. Au Katanga qu'il habite. Mais il a des délégués un peu partout à travers son empire. Alors, regardez la carte du Congo. Vous partez de la Zambie jusqu'en Angola. Toute cette partie-là, qu'on appelle d'ailleurs les plateaux Lunda, où ils étaient, comment voulez-vous qu'ils puissent gérer de l'Angola jusqu'en Zambie? Donc, il avait des délégués. Et ces délégués, c'était ces délégués à lui qui avaient le pouvoir politique. Mais ils respectaient les chefs de terre qu'ils avaient conquis. Et c'est eux qui géraient leurs terres. Et ils devaient donner un tribut au roi. Et le roi, à son tour, les distribuait avec ses notables et une partie était renvoyée toujours à l'empereur. Donc, il y avait effectivement une subdivision des responsabilités. Mais ce qui est intéressant, vous décrivez aussi beaucoup de rituels, ouais, notamment le rituel d'intronisation, ouais, des Moitayam. Ouais. Mais c'est assez codifié. Est-ce que ce rituel-là, est-ce que vous pouvez un peu le décrire? Et puis, est-ce que ces rituels-là se respectent et se font encore jusqu'actuellement? La modernité n'a pas, ne les a pas gommés? Bon, disons que j'ai mené une enquête sur les écrits des ethnologues, une enquête aussi sur ce que les gens d'une génération, des générations avant nous, des vieux qui vivaient encore, de bouche à oreille, ce que eux ont vécu, c'est qu'ils rencontraient la représentation qu'ils avaient à l'occasion de l'intronisation des rois, et en plus, c'est que les ethnologues ont écrit. Et j'ai aussi mené des recherches à Tervuren, donc à la bibliothèque de Tervuren, et j'ai eu également la chance d'avoir des professeurs qui ont travaillé sur les Lunda, qui ont fait des thèses sur les Lunda, qui m'ont encadré et avec lesquels nous avons fait les recoupements. Donc c'était un peu la base de mes recherches, où les données, les lieux où j'ai été recherché, ce que je raconte dans les livres. Donc, il y a des écrits. Les écrits, par exemple, de notre ami le professeur Philippe Debouc, il y a des écrits de René Deviche. De René Deviche, il y a des écrits de l'abbé Dominique Kang. Oui, il y a des écrits aussi de plusieurs qui ont écrit sur les Nuères, qui ont écrit Evans Pritchard, ainsi de suite. Fraser, ils sont nombreux qui ont écrit. Et même, il y a aussi des écrits sur les... Ici, j'ai des livres sur la mort du roi, sur la mort Alfred Adler, qui a aussi écrit là-dessus. J'ai les livres de Leroy, qui a aussi écrit dessus. Donc, les sacres royaux de Jacques Le Goff, Éric, ainsi de suite, ils sont nombreux. Luc de Husch, ils sont nombreux qui ont écrit sur cette thématique. Et maintenant, le rituel, comment est-ce qu'il s'effectuait? Mais c'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre les rituels de l'intronisation ou de la mort du roi pour en arriver à l'intronisation. Voilà, donc on ne peut pas en fait scinder. Parce que si on scinde, on ne comprend pas la problématique. Et même pour comprendre... Vous le dites, hein, à la page 103, vous commencez par d'abord la mort et l'enterrement du roi. Comme signalé plus haut, les Lunda pouvaient
figure royale de plusieurs mystères. Ouais. Il le faisait plus encore quand il était malade. Ouais. Ce qui semble ne pas lui être permis parce qu'il pensait que sa bonne santé, ses bonnes mœurs et sa bonne vie en général étaient le reflet de la bonne vie et santé du royaume. Ouais. Que son être symbolisait. Ouais. Et donc c'est assez mythique, mystique, la mort du roi et son intronisation. Ouais. D'abord, il faut commencer par retenir ceci, que la figure royale, disait un auteur, je crois c'est un certain Leroy, il disait que c'est une des meilleures figures que l'homme ait inventées. Donc, on a attribué au roi des responsabilités à un humain, des responsabilités qu'il n'avait pas. C'était lui, au fait, qui était le trait d'union entre le ciel et la terre. Le trait d'union entre les vivants et les mourants. C'est lui, c'est de lui que dépendait la bonne marche de la vie en société. C'est de lui que dépendait aussi la pluie. C'est de lui que dépendait la fertilité des femmes. C'est de lui que dépendait, tout ça il faut bien comprendre, c'est de lui que dépendait la fertilité des champs. Mais ça, c'est beaucoup de responsabilités Ah pour oui, oui, oui. un humain qui doit devenir pratiquement un dieu. Oui, imaginez donc toute cette charge qui était mise sur un être humain. Donc, dans la représentation de ses compères, c'était vraiment les symboles de la royauté. Alors, vous comprenez que s'il tombe malade, vous comprenez que s'il meurt, vous comprenez que s'il se comporte mal, vous comprenez que... Attendez, M. Rabé, là où ça devient intéressant, toute cette chaîne que vous analysez, mettez ça maintenant sur l'espace de tout cet empire Lunda qui va de l'Angola en Zambie, par exemple. Donc, si un tel personnage central tombe malade, souffre, meurt, l'impact que ça, ou le dérangement, ou l'embrouille, ou la débrouille que ça met dans tout cet espace-là, mais c'est qu'il faut alors gérer ça avec beaucoup de tact, comme vous dites ici dans le livre. Ouais. Donc, il fallait gérer cela pour éviter les chaos. C'était les chaos du royaume en réalité. Au fait, la thèse parle de quoi? La thèse parle de la fragilité humaine, du point de vue philosophique. Maintenant, passons au registre philosophique. Ouais. La thèse parle du mal. Comment gérer le mal en société? Comment gérer le mal en politique? C'est ça la question qu'il y a en dessous de cette problématique du régicide. Et comment les politiques gèrent la fragilité de son monde. Alors là, nous rebondissons sur la gestion des politiques actuelles africaines. Comment on gère au fait, les difficultés, la fragilité cosmique, sociale, économique de nos États. Eux, ils avaient trouvé la formule. Les responsables, c'était le roi. D'où il fallait que sa mort à lui ne se fasse pas de manière brutale. Il fallait qu'il meure de manière rituelle. Il y avait des sages, quand ils voyaient que lui était fragile, qui devenait fragile, qui assuraient justement sa mort de manière tout à fait douce, fragile, et ainsi la période de transition était aussi gérée par quelques notables, de sorte que à l'intronisation du nouveau roi, les choses reprenaient. Il y avait comme un renouvellement du monde avec des rites de nettoyage, ainsi de suite, que je raconte dans les livres. Mais donc il y avait une transition qui se faisait. De sa mort, une mort qui n'était pas naturelle. Donc, il était mis à mort rituellement, d'une part, et d'autre part, on récupérait certains organes de ce roi qui était mort pour l'intronisation du prochain roi, de sorte qu'il soit investi du pouvoir de celui, donc dans les visions à eux, du pouvoir de celui qui est décédé. On dit par exemple, c'est une des versions, je ne sais pas si c'était vrai, que
le nouveau roi devait boire dans les cannes de son prédécesseur, comme pour être investi de la force de celui qui était décédé. L'enterrement du roi était aussi un enterrement particulier. On l'enterrait pas comme tout le monde, ainsi de suite. Et tout ça est décrit dans là, vous dites par exemple, je prends des au hasard, ouais. Que ce soit chez les Yukun, les Rukuba, les Lunda et bien d'autres peuples pratiquant le régicide de manière directe ou par la voie de bouc émissaire, un terme revient. Il est question de réparer la fragilité du monde tout en recherchant la paix sociale, la fertilité du sol, la fécondité des êtres humains, la croissance du cheptel, le bon déroulement des événements du monde dans le calme et la tranquillité, à l'abri des catastrophes naturelles. Donc, en fait, on assurerait que le monde puisse continuer à être monde, là où le monde donnait l'impression de s'arrêter. En fait, ce régicide est très important chez les Lunda comme chez les autres peuples. Ouais. Mais en réalité, la question est celle-ci. Combien de chefs d'État accepteraient, pour que vous puissiez vraiment comprendre la problématique, combien de chefs d'État accepteraient quand il y a la fragilité de leurs États, fragilité économique, fragilité sociale, des conflits ou des problèmes en société, combien accepteraient pour la survie de la nation, de l'État, combien accepteraient au fait, soit de se retirer, soit de mourir pour que l'État puisse continuer à fonctionner. Mais ça, c'est le sens du sacrifice suprême. Mais exactement, vous êtes roi, vous savez que vous représentez au fait tout. Vous êtes les trait d'union, vous représentez la nation, les royaumes. Et pour que votre royaume survive, vous acceptez que vous devez payer de votre vie pour que la nation continue à vivre. Et vous l'acceptez. Donc c'est un sacrifice consenti. Or, combien s'accrochent au pouvoir malgré la ruine de leurs États et qui veulent rester au pouvoir. Non, mais c'est une des leçons qu'au fait que ces régicides, au fait, nous donnent. Mais, M. Labé, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on a la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis connaît une pause. Et je suis un analyste qui a dit que le mollah ou l'ayatollah, en fait, il a accepté de se faire immoler parce que, disait-on, il avait 94 ans, et il était malade, il savait qu'il a dit non, il ne va pas fuir, il s'est laissé immoler pour essayer de raffermir l'unité du peuple iranien derrière un idéal. Mais ça va dans le sens de ce que vous analysez. C'est un régicide volontaire ou involontaire. Mais le Christ lui-même l'a dit. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour les autres. Donc c'est le plus haut sacrifice. Toutes les commémorations politiques de ceux qui sont morts pour la patrie reviennent sur ces termes. Pour que la patrie revive, pour qu'après nous, la vie renaisse, pour que la démocratie renaisse. C'est le même terme, en fait. Ouais. Mais sous un autre registre. Mais c'est un registre qui est très, très fort. Parce que ces registres fouettent toute les cupidités économiques des hommes au pouvoir, leur égoïsme au détriment des nations, au détriment du bien commun. Voilà, là nous sommes en train de recevoir pour vous et pour nous l'abbé Robert Kouzoué Lamoulanda qui venait de publier, vous voyez passer sur notre écran, la symbolique du génocide de Lunda, un essai d'interprétation de quelques génocides. C'est publié aux éditions L'Harmattan dans sa collection Ouverture philosophique et débat. Effectivement, c'est un débat, monsieur l'abbé, parce que comment vous sautez de régicide chez les Lunda au roi français attendez, ça ce sont deux mondes, deux siècles, c'est des siècles d'écart, c'est deux mondes différents. Est-ce qu'il y a, vous trouvez des similarités entre ces régicides?
Mais de part et d'autre, il est question de la fragilité du monde. Pour que les Français en arrivent au régicide du roi Louis XVI, ben, la Révolution française, c'est quoi? C'est la crise. La crise que la société française a connue, qui a fait que tout était chamboulé. Et au fait, le roi et les représentants premiers, le roi d'ailleurs était en fuite. Il a été arrêté, jugé et décapité. Donc nous retrouvons, et cette mort s'appelle aussi régicide. Donc c'est au fait la mort du roi. Même si nous sommes dans des sociétés qui sont différentes, mais la logique qui sous-tend les deux régicides reste la même. C'est la crise, c'est le mal, c'est la fragilité du monde qui pousse les uns et les autres à en arriver, alors que chez les Lunda, c'est un régicide qui est rituel, institué. Mais ici, c'est au fait une mort politique qui est comme une sanction qui est donnée au roi. C'est intéressant, c'est non pas parce que je suis amoureux de philosophe René Girard, vous tombez sur la question du sacrifice humain chez René Girard. Et ce que vous écrivez à la page 159, c'est intéressant. Vous dites, pardon, à la page, vous dites 161, parce que le livre de René Girard, ça, et ça l'abbé, le professeur abbé Feu professeur abbé Dominique Kanga, il rappelait ça, la violence sacrée de René Girard. Et vous êtes là, vous dites, dans son œuvre La violence et le sacré, René Girard constate l'universalité du sacrifice dans toutes les sociétés archaïques. Pour en saisir la pertinence, il place la violence au cœur de sa démarche et découvre que les sociétés redoutaient la violence, surtout celles de leurs membres qui, une fois extériorisés et mal analysés, conduisaient fatalement au dépérissement de toute la société. C'est-à-dire que ça devait se faire, comme vous avez dit au début, ça devait aller calmement. C'est comme si un avion qui atterrissait en douceur, un atterrissage en douceur pratiquement. Oui, au fait, René Girard explique la violence dans des sociétés primitives et la manière dont cette violence est gérée. Il met les sacrifices au centre. Sacrifice de substitution, un animal, lorsqu'il y a la violence, pour régler la violence entre des individus, c'est soit un animal qui est sacrifié, soit un individu, un être humain de substitut, soit un bouc émissaire. Au fait, l'analyse de René Girard est un mécanisme du fonctionnement de la violence, mais la violence qui est gérée par des humains pour l'apaisement. Et ici, au fait, nous retrouvons aussi la question du sacrifice du roi dans ce même cadre. Il y a la fragilité du monde, celui qui gère ce monde, c'est le roi. Et pour retrouver le calme, c'est lui qui doit être sacrifié. Ou alors, son substitut. Ou encore, le roi devait quitter. Il y a aussi un régicide social. Il devait quitter sa nation, son pays, sa royauté, pour aller vivre ailleurs et ne plus jamais revenir. Et c'est le même mécanisme que nous retrouvons en politique. Regardez, ou même dans des clubs de football. En politique, vous êtes politicien, commettez une erreur. Mais vous pouvez signer votre mort politique. À vie. Pourquoi? Parce que vous ne reviendrez plus jamais en politique. Au fait, il est question de la mort sociale du politique. Imaginez qu'il y a une crise qui se produit. Je pense ici maintenant à la crise de la dioxine. Je pense à la crise du Covid. Je pense à beaucoup. Et il y a des ministres, pour avoir mal géré cela, ne pouvaient ou ne peuvent plus prétendre revenir en politique parce que il y a aussi ces histoires de corruption. Vous êtes politicien, on découvre que vous avez eu des commissions pour des marchés, des pots de vin, ainsi de suite. Mais tant que la justice découvre qu'effectivement vous êtes coupable, vous ne reviendrez plus en politique. Quoique, il y en a qui ont réussi quand même à déjouer, à passer bon.
Ça, c'est une autre question. Ma règle générale, c'est ça qui arrive. Vraiment... Et dans des clubs de football, regardez, vous êtes entraîneur. Votre équipe ne gagne pas 2, 3 fois. Qu'est-ce qui est sanctionné? C'est l'entraîneur, alors que le pauvre, il n'est pas sur le terrain. Donc, en fait, il vous donne une responsabilité. Cette logique du régicide continue encore à être d'actualité dans notre monde moderne et à plusieurs niveaux. Vous êtes chef d'entreprise, la société ne marche pas. On fait la fusion des 2 grandes sociétés. Qu'est-ce qui paye? C'est les directeurs qui étaient là, qui a fait que les choses ne puissent pas marcher. En tout cas, M. Labbé, vous êtes docteur en philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain. Vous êtes diplômé en études spécialisées en gestion du développement à l'Université de Liège en Belgique et en théologie du théologat Saint-Cyprien de Kikwit en RDC, professeur d'université. Actuellement, vous professez à l'Institut, à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, l'UPN. Vous êtes prêtre, prêtre du diocèse de Kikwit, mais prêtre aussi du diocèse de Luxembourg, ici au Luxembourg. Vous avez œuvré ici. Est-ce que c'est un défi d'être missionnaire africain en Europe? C'est un peu le renversement des missions. On a eu des missionnaires qui sont venus d'Europe pour l'Afrique, et vous êtes parmi les gens qui avaient fait l'inverse. Il y a eu plusieurs défis, plusieurs leçons à apprendre de là. D'abord, je commence par une petite remarque. La mission ne concerne pas simplement l'Afrique. La mission concerne toute l'Église universelle. Et le pape ne cesse de rappeler, le pape François surtout, l'actuel aussi, ne cesse de rappeler que l'Église est missionnaire. On est missionnaire non pas simplement en quittant l'Europe et en allant en Afrique, mais on est missionnaire aussi déjà dans sa propre maison. Et l'Europe est devenue au fait une église de mission qui a besoin de missionnaires. Pourquoi? Au sens strict du terme, au sens large, tous nous sommes missionnaires dans nos milieux de vie. Au sens strict, où il y avait des missionnaires qui partaient de l'Europe, et qui allaient en Afrique pour l'évangélisation, l'Europe a besoin, au fait, de missionnaires africains ou asiatiques, ou américains. Pourquoi? Parce qu'au fait, les prêtres, la diminution des prêtres en Europe, nécessite justement cet appel d'autres missionnaires venus d'autres horizons pour évangéliser l'Europe. Ça, c'est un fait que personne ne peut constater. Quand vous voyez d'ailleurs le nombre de prêtres africains qui sont dans des diocèses comme Namur, comme Tournai, Bruxelles, Liège, et les évêques reconnaissent effectivement, c'est une chance qu'ils aient eu ces missionnaires venus d'ailleurs, venus d'Afrique. C'est un peu le retour de la manivelle, venus d'Afrique pour aider l'Église d'Europe, ou les diocèses d'Europe, les diocèses d'Amérique, à pouvoir continuer la mission évangélisatrice. Donc, c'est une question, au fait, je dirais plutôt une question de justice et d'équivalence. Et aussi de reconnaissance. Les églises restent des églises sœurs. Bon, maintenant, quant aux défis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un des défis est celui-ci. Est-ce que l'Église d'Europe est vraiment prête à accueillir des missionnaires qui viennent d'ailleurs? Si c'est une nécessité, est-ce que cette nécessité est bien vue par tout le monde? Je doute. Ça demande toute une nouvelle théologie, oui. Une nouvelle... Et aussi une nouvelle éducation. Une nouvelle éducation. Mais quoi qu'en règle générale, le peuple de Dieu est heureux, était heureux de nous accueillir. Est-ce que tout le monde était heureux de nous accueillir? Là, je dirais pas tout de suite oui. Puisqu'on a rencontré des difficultés et aussi la naissance du nationalisme qui revient avec force ne facilite pas justement cette dimension, ce partage universel ou cette présence d'étrangers qui viennent travailler ou qui viennent ici pour l'évangélisation. Quoique,
les évêques en règle générale, leur état-major, les diocèses en règle générale, sont plutôt positifs pour pouvoir nous accueillir. Mais sur le terrain, vous rencontrez aussi parfois, et parfois, les racismes auxquels vous devez faire face. Mais en réalité, les missionnaires ont un rôle. Sa mission, c'est quoi? C'est témoigner de l'évangile. C'est annoncer l'évangile. Et annoncer l'évangile à la manière de Christ exigeant et demande des sacrifices. Et aussi, c'est une mission qui nous dépasse et qui doit puiser sa force dans la prière, dans les témoignages de vie, dans la charité. Et que nous recevons aussi des gens auprès desquels nous sommes envoyés pour témoigner de l'évangile. Et là se trouve notre consolation et notre force. Mais disons, en règle générale, l'amitié, l'accueil du peuple de Dieu est un réconfort pour les missionnaires qui viennent ici, dans une autre culture, dans une autre... En tout cas, j'invite vous tous à acheter ce livre, à lire ce livre. D'abord, je dois féliciter l'Harmattan. Il a fait un bon design. Vraiment, il a innové dans son design. C'est un livre qui, malgré ses 430 pages, se lit d'un trait avec une bibliographie trop enrichie. Et s'il y a 2 personnes ou 3 personnes qui reviennent dans ce livre, il y a d'abord le préfacier, le professeur Mike Singleton, qui est une préface aussi poignante, qui introduit le livre. Mais vous revenez chaque fois aussi sur notre mentor à nous tous, feu professeur abbé Dominique Kahanga. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ces 2 personnes-là? D'abord, le professeur Dominique Kahanga était notre professeur de philosophie. C'est lui qui nous a donné les goûts de la philosophie au séminaire de Kalonda. Et cette thèse était déjà mon mémoire à Kalonda dans les années 1983. Et c'était un petit mémoire et j'ai au fait approfondi une fois arrivé à Louvain pour les études de philosophie. Donc, à lui, je dois toute ma reconnaissance. Et il était aussi membre du jury à ma soutenance de thèse. Et sa présence a marqué l'université de Louvain parce qu'en fait, mon promoteur, le professeur André Bertin, disait de lui, non, c'était une thèse exceptionnelle. L'abbé Dominique nous a enseigné. Quand il prenait la parole, au fait, il était en train d'enseigner le public, de montrer le point innovateur de la thèse, mais également de montrer combien cette thèse était d'actualité. Un sujet d'un peuple étranger était d'actualité en Europe, et surtout du point de vue éthique. Donc, à lui, je dois toute ma reconnaissance. Et d'ailleurs, le livre lui a été aussi dédicacé en termes, vous voyez, à TTM, c'est lui, à Chao Cha Makweng. Donc, à l'abbé Dominique Kahanga, Chao Cha Makweng. Et là, vous le prenez. Je ne voulais pas mettre directement son nom, mais à vous, je l'ai dit, et à ceux qui demandent, le TTM, c'est qui? C'est Dominique, c'est à son poste, non. Voilà, à lui, je dois toute ma reconnaissance, et d'ailleurs, j'ai sa photo là, toujours devant, chez moi, devant mon bureau, parce que c'était notre maître qui nous a donné le goût de la philosophie et qui m'a aussi lu, qui a encadré, qui m'a aidé à faire des recherches sur ce thème. Voilà. Alors, quant au professeur Singleton, c'est un anthropologue. Il a 3 thèses en anthropologie, en philosophie et en théologie. Il était membre du jury et les jours de la soutenance, depuis que je faisais la thèse, il était encadreur, on s'était liés d'amitié.
nous sommes beaucoup appréciés et le jour de la soutenance des thèses, il m'a dit, voilà, désormais nous sommes amis, tu n'es plus étudiant et nous garderons le contact. Et je suis en contact avec lui. André Bertin aussi, qui a dirigé la thèse, m'avait invité les jours de la soutenance de la thèse, j'ai la photo là-bas avec lui, son épouse Thérèse de Mémoire à Bruxelles, le soir de la soutenance de thèse. Et il m'a fait connaître Jean Ladrière, Madame Florival, qui étaient des grands noms de Louvain, de la faculté de philosophie à Louvain. Et alors, lui aussi m'avait dit ce jour-là, nous sommes amis et on s'est visité plusieurs fois. Il est venu au Luxembourg me visiter et pour le moment, il vit à Rio de Janeiro puisque sa femme était brésilienne et là, il a enseigné et à l'université. D'ailleurs, il a demandé que j'apprenne le portugais pour aller enseigner à Rio de Janeiro, ce qui n'était pas faisable. Bref, il est là, nous sommes encore en contact et Singleton étant proche, je demande à Singleton de composer une préface pour la publication de ses livres. Et voilà, donc, j'étais étudiant et puis nous avons créé une relation d'amitié qui reste et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour tous les amoureux de la philosophie, de la théologie et de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la sociologie. Ce livre est une boucle, non pas seulement que vous allez parcourir toutes ces théories-là, mais avec des citations d'auteurs, avec des exemples pratiques, pour ne pas dire que chaque chapitre est même un livre à approfondir, à découvrir. Et nous félicitons l'auteur pour nous avoir proposé ça. En tout cas, moi qui ai commencé à lire ça, je ne m'arrête pas de souligner. Et voilà, l'invitation est là. On va avoir des séminaires, on va avoir une cérémonie de baptême officielle à Kinshasa ou en Europe aussi, vous serez informés. En tout cas, M. l'abbé Robert, grand merci. Grand merci pour nous avoir reçus dans ce cadre assez poétique, assez philosophique que votre bureau. Quand on est ici, on se perd, ou on se croirait au bureau de l'abbé Karanga à Kalonda, ramené ici à Arlon. Grand merci et surtout toutes nos félicitations pour cette œuvre. Merci. Zambi ayibaka atandele moyino akopika bendele bandeko atandele 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 oh 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 atandele mokolo masuka o mbula ekobeta nzambe mokolo masuka kake ekobeta ningo bayeba kufaka kufa ya nzambe bakoseka bayeba kufaka kufa ya satana bakosekwa milimo ya bayeba kufakala ekosekwa soki toteki afrika na papaya bakolosa